Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, c'est une compilation de toutes les vidéos sur les chapitres que j'ai fait en management, sciences de gestion numérique. Du coup, dans cette vidéo, vous avez tout le programme, si vous voulez, de management, sciences de gestion numérique en terminale STMG. Donc, faut connaître un petit peu tout ça pour le jour J au bac. Courage. On commence tout de suite avec le grand 1 de ce chapitre. Comment une entreprise détecte les tendances et les besoins. Dans ce grand 1, il y a 3 notions, il y a 3 actions que peuvent mettre en place une entreprise pour détecter un peu les tendances justement sur le marché. Alors d'abord, une entreprise peut mettre en place une étude de marché, elle peut faire une étude de marché. Une étude de marché, ça consiste à ponctuellement, donc pas en permanence, seulement de temps en temps, collecter des informations sur les concurrents, sur les clients de l'entreprise. Et cette collecte d'informations, elle se fait par différents moyens. Ça peut être des enquêtes, ça peut être des enquêtes de satisfaction par exemple, des questionnaires, des entretiens, etc. L'entreprise peut aussi mettre en place un deuxième élément, ça s'appelle une veille commerciale. Et là, c'est la même chose qu'une étude de marché, c'est juste que c'est en continu. L'étude de marché, c'était ponctuellement, donc fait par l'entreprise de temps en temps. Et la veille, c'est en permanence, donc 24 heures sur 24 si vous voulez. Donc ça correspond à tous les outils qu'utilise une entreprise qui lui permettent continuellement, donc en continu, de collecter des informations sur son environnement, clients, concurrents, etc. Et le troisième élément que peut utiliser une entreprise, c'est le big data. Le big data, c'est justement toutes les données que l'entreprise a collectées sur les clients, concurrents, etc., sur l'ensemble de son environnement. Et toutes ces données qui sont ensuite utilisées par l'entreprise pour essayer de comprendre les besoins des clients, etc., et les tendances de marché. Ensuite, le grand 2 de ce chapitre, quelles sont les différentes approches marketing? Alors d'abord, l'approche réactive, là, c'est quand l'entreprise, elle satisfait un besoin qui existe déjà. Elle réagit juste à un besoin. Par exemple, si maintenant une nouvelle entreprise décidait de se créer et proposer que des produits bio, ce serait une approche réactive parce que les personnes qui demandent des produits bio, ils existent déjà. La demande, elle existe déjà, le besoin, il existe déjà. Approche réactive, on réagit à une demande qui existe. Approche anticipatrice, là l'entreprise elle propose une offre qui répond à un besoin qui existe mais qui n'est pas exprimé. L'exemple le plus simple pour comprendre cette idée-là, c'est les influenceurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui envoient leurs produits aux influenceurs sans leur demander. Donc le besoin n'est pas exprimé, les influenceurs ne demandent pas aux entreprises de leur envoyer des produits, mais les entreprises le font parce que le besoin il existe, les entreprises savent que le besoin existe, du coup ils envoient ce produit-là. Ça peut être même des vêtements, hein. Un influenceur qui reçoit des vêtements d'une entreprise, le besoin de vêtements il existe, il a toujours existé, mais l'influenceur n'avait pas exprimé ce besoin-là auprès de l'entreprise. Donc, approche anticipatrice. La troisième approche, c'est l'approche créative. Et ici, c'est l'entreprise qui crée un besoin qui n'existait pas encore et qui était du coup pas encore exprimé. C'était par exemple le cas d'Apple quand ils ont créé le premier téléphone tactile. Là, c'était l'approche créative. Ça n'existait pas avant. Personne n'avait besoin d'un téléphone tactile puisque ça n'existait pas. Personne ne se posait la question. Approche créative. Et la dernière approche, l'approche médiatrice. Là, c'est quand l'entreprise collabore avec le client pour créer le produit. L'exemple le plus simple, ça peut être Subway, où du coup l'entreprise propose différents produits et c'est le client lui-même qui décide de quel produit veut mettre dans son sandwich. Donc c'est une approche médiatrice, puisque les deux parties collaborent ensemble pour créer le produit final. On commence avec le grand 1. Qu'est-ce qu'un modèle économique ou en anglais business model? Un modèle économique, ça décrit la façon dont une entreprise s'organise pour créer de la valeur. Donc si vous tombez sur cette question le jour J, il y a différentes choses à relever. Qu'est-ce que offre l'entreprise et pour qui? Donc quel est le produit que produit l'entreprise et qui est la cible? Quelles sont les ressources mobilisées par l'entreprise et les acteurs mobilisés par l'entreprise pour faire sa production? Et comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent? Ensuite, il existe différents modèles économiques. Le premier, c'est le modèle de gratuité. Là, c'est quand le produit il est gratuit parce qu'il est financé lui-même par la publicité, comme Google. Tout le monde peut utiliser Google. Et Google réussit à vivre parce qu'elle a son système de publicité. Ensuite, le modèle freemium, là, c'est quand le produit est gratuit de base, mais il existe une version premium que peuvent payer les clients pour avoir des avantages supplémentaires. Comme par exemple Spotify, qu'on peut avoir gratuitement, mais si on passe pas à la version premium, on a des publicités sans arrêt. Le troisième modèle économique, c'est le modèle de plateforme. Là, c'est quand l'entreprise permet de mettre en relation l'acheteur et le vendeur, elle fait le relais entre les deux et elle prend une commission à chaque fois sur chaque vente, comme par exemple Airbnb qui permet de mettre en relation les propriétaires avec les locataires. Ensuite, le modèle de l'abonnement, là c'est tout simplement qu'il faut payer un abonnement pour pouvoir utiliser le bien, comme Netflix par exemple. Si on paye pas,
l'abonnement Netflix, on ne peut pas avoir accès aux différentes séries et films proposés. Et le dernier modèle économique, c'est le modèle low cost. Là, c'est quand l'entreprise produit et propose le même produit que les concurrents, mais avec un prix nettement inférieur. D'où le terme low cost, comme Ryanair ou EasyJet. Dans le grand 2, on va voir quels sont les indicateurs de création de valeur. Cette question, elle peut tomber parfois le jour J. On peut vous demander de proposer des indicateurs pour analyser la performance de l'entreprise. Donc le premier indicateur que vous pouvez utiliser, c'est la valeur ajoutée, qui correspond à la richesse que crée une entreprise. Pour le calculer, il faut faire chiffre d'affaires moins consommations intermédiaires. Le chiffre d'affaires, c'est le prix de vente du produit fois la quantité vendue. Et les consommations intermédiaires, c'est tout ce que l'entreprise a utilisé pour réaliser sa production. Et les consommations intermédiaires, c'est tout ce que l'entreprise a consommé pour pouvoir réaliser sa production. Les matières premières, l'énergie, l'électricité, les salaires ne sont pas pris en compte. Un autre indicateur qui peut être utilisé, c'est le résultat de l'entreprise. Là, il faut simplement faire produit moins charge. Produit, c'est l'argent qui rentre dans l'entreprise, comme les ventes de marchandises, etc. Et charge, c'est l'argent qui sort de l'entreprise. L'ensemble de ces indicateurs sont des éléments qui sont présents dans deux documents comptables. Le premier, c'est le compte de résultat. Dans ce document-là, on retrouve tous les produits et toutes les charges de l'entreprise. Et le deuxième document comptable dans lequel on retrouve ces informations, c'est le bilan comptable, dans lequel on retrouve tout ce que possède l'entreprise, c'est l'actif, et comment elle a fait pour le financer, c'est le passif. On commence avec le grand 1. Quels sont les choix de financement de l'exploitation? Alors d'abord, un cycle d'exploitation, c'est toutes les étapes que doit suivre une entreprise pour pouvoir faire son activité de manière générale. Ces étapes-là, ça va être l'approvisionnement, la fabrication, le stockage, la vente. Le problème, c'est que pour faire toutes ces étapes-là, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Et toutes les entreprises doivent du coup calculer leur BFR, leur FRNG et leur trésorerie nette pour voir si leur situation financière elle est bonne ou non. Toutes ces informations-là, on les retrouve dans un document comptable qui s'appelle un bilan fonctionnel. Donc c'est à partir de ce bilan-là qu'on peut calculer le BFR de l'entreprise, besoin à fonds de roulement. Le BFR de l'entreprise, c'est tout simplement l'argent qu'a besoin l'entreprise pour financer son activité. Donc pour faire approvisionnement, fabrication, stockage, vente. Tout ça, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Et cet argent-là, c'est représenté par le BFR. Pour calculer le BFR, la formule elle est simple. Il faut faire actif circulant moins passif circulant. Ces infos-là, vous les retrouvez dans les bilans fonctionnels des entreprises. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit le résultat, il est négatif, donc le BFR est négatif. Dans ce cas-là, l'entreprise n'a pas besoin d'argent pour financer son activité. Du coup, la situation financière de l'entreprise, elle est bonne. Deuxième cas de figure, le BFR, il est positif, donc supérieur à 0. Et dans ce cas-là, l'entreprise, elle a besoin d'argent pour financer son activité. Et là, ce qu'elle doit faire, c'est calculer son FRNG, qui correspond à l'argent dont elle dispose, si vous voulez, pour voir si justement avec cette FRNG-là, cet argent, elle peut financer son activité, donc elle peut financer le BFR. Et pour calculer le FRNG, le fonds de roulement net global, il faut faire ressources stables moins emploi stable. Et ensuite, il faut comparer le FRNG avec le BFR. Si le FRNG, il est plus grand que le BFR, ça veut dire que l'entreprise, elle possède l'argent, elle possède les ressources nécessaires pour pouvoir financer son activité. Donc la situation financière de l'entreprise est bonne. Le problème, c'est dans le cas inverse. Si le FRNG est inférieur au BFR, dans ce cas-là, l'entreprise, elle n'a pas assez d'argent pour pouvoir financer son activité. Et du coup, elle est obligée d'essayer de faire en sorte de baisser son BFR. Et pour baisser le BFR, elle a plusieurs possibilités. Elle peut essayer de négocier le délai de règlement de ses fournisseurs pour faire en sorte que lorsqu'elle paye la matière première à ses fournisseurs, elle leur paye mais que plus tard. Ou alors pareil avec les clients, faire en sorte que les clients payent plus rapidement les produits. Et sinon, la dernière possibilité, c'est aussi de mieux gérer son stock afin de dépenser moins d'argent à ce niveau-là. Et pour calculer la trésorerie nette de l'entreprise, on fait FRNG moins BFR. Et comme je l'ai dit avant, si le résultat il est négatif, la situation financière de l'entreprise est mauvaise. Et si le résultat il est positif, ça veut dire que la situation financière de l'entreprise est bonne. On passe au grand 2, comment une entreprise finance ses investissements. Alors il existe différents types de financement, des financements internes et des financements externes. D'abord, dans le financement interne, donc à l'intérieur de l'entreprise par ses propres moyens, si vous voulez, il y a l'autofinancement. Là, c'est quand l'entreprise, elle paye ses investissements avec son propre argent. Et le deuxième, c'est l'augmentation du capital. Là, c'est quand les associés de l'entreprise ramènent leur argent dans l'entreprise pour ensuite investir. Ensuite, il y a les financements externes. Le premier financement externe, c'est le recours aux emprunts. Le premier financement externe, c'est le recours aux emprunts. Donc, quand les entreprises empruntent de l'argent auprès des banques. Le deuxième, c'est le crédit bail. Là, c'est quand une entreprise va louer du matériel de production plutôt que de l'acheter directement.
Donc elle va payer un loyer tous les mois pour, au final, à la fin du contrat, pouvoir potentiellement acheter le matériel directement. Le troisième mode de financement externe, c'est la subvention. Là, c'est quand l'entreprise reçoit des aides des collectivités ou de l'État. Et le dernier, c'est le financement participatif. Et là, c'est quand l'entreprise demande la participation un peu à des ménages avec des dons ou des choses comme ça. On passe au grand 3, comment prévoir les ressources humaines pour produire. Et dans ce grand 3, la notion qu'utilisent les entreprises, c'est la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est toutes les actions que va mettre en place une entreprise qui va lui permettre d'anticiper, de prévoir le nombre de salariés qu'il leur faudra dans le futur et la qualité des salariés qu'il leur faudra dans le futur. Donc, si vous voulez leur savoir, leurs compétences au niveau de leur formation. Donc, pour qu'une entreprise mette en place cette GPEC, elle passe par différentes étapes. D'abord, c'est l'analyse des ressources prévisionnelles. Donc, elle va estimer d'ici 3 à 5 ans combien elle en aura de salariés. Elle va essayer d'anticiper les départs à la retraite, les choses comme ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est analyser les besoins d'ici 2-3 ans. Donc, d'ici 2-3 ans, en fonction des stratégies de l'entreprise, estimer combien il lui faudra concrètement de ressources humaines, donc combien il lui faudra concrètement de salariés pour pouvoir mettre en place sa production et son activité. La troisième étape, c'est de comparer les ressources et les besoins. Donc, comparer l'étape 1 et l'étape 2, si vous voulez. Elle avait estimé combien il lui faudrait de salariés, elle a estimé combien elle en aurait. Et du coup, il faut juste comparer ces deux-là. Et la dernière étape, c'est les mesures d'ajustement. Justement, une fois qu'elle a comparé, elle va voir si elle estime qu'il manquera quelques salariés. Il faut qu'elle mette en place des mesures d'ajustement. Donc, il faut qu'elle recrute plus de salariés. Il faut peut-être parfois qu'elle forme à nouveau les salariés, des choses comme ça. Et pour justement analyser toutes ces étapes-là, pour mettre en place la GPEC, une entreprise peut utiliser différents outils, comme une pyramide des âges, pour se rendre compte de l'âge moyen des salariés, pour voir s'ils sont plus sur un départ à la retraite ou si l'équipe est plutôt jeune, donc ça va. Elle peut mettre en place des entretiens individuels à la fin de chaque année avec ses salariés, pour essayer de voir leurs objectifs, s'ils ont prévu de rester dans l'entreprise, s'ils ont peut-être prévu de partir, etc. Mettre en place un système de tutorat avec des anciens salariés qui forment les nouveaux salariés ou les apprentis, qui pourront ensuite potentiellement les remplacer, ou alors tout simplement mettre en place des formations. On commence directement avec le grand 1. Quelle forme peut prendre une innovation? D'abord, une innovation, c'est une mise à disposition d'une nouvelle offre sur un marché. Donc, c'est quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau qui est disponible sur un marché. Et une innovation peut prendre deux formes. Soit c'est une innovation de produit. Là, c'est quelque chose de nouveau qui va apparaître sur un bien, sur un produit lui-même. Comme par exemple Samsung quand ils ont proposé le téléphone pliable. Et le deuxième, c'est l'innovation de procédé. Là, c'est quand il y a une nouvelle méthode de travail ou une nouvelle méthode de distribution. Comme par exemple McDo quand ils ont installé leur borne automatique. On passe au grand 2. Quelles sont les caractéristiques d'un processus de production? Alors d'abord, la production, ça consiste à mobiliser des ressources humaines, donc des salariés, avec des ressources matérielles financières, des matières premières et de l'argent forcément, pour produire un bien qui est ensuite mis à disposition d'un client. Il existe ensuite différents modes de production. Le premier, c'est le mode de production à l'unité. Là, c'est quand les entreprises produisent des biens un après l'autre. L'exemple le plus simple, c'est la production des avions ou la production des films. On n'en fait pas plusieurs en même temps pour une production. C'est à chaque fois un avion après l'autre ou un film après l'autre. Le deuxième mode de production, c'est en petite ou moyenne série. Là, c'est quand l'entreprise, elle produit des produits identiques, mais qu'elle les produit en petite ou en moyenne quantité. Un petit exemple, ça peut être les machines ou les petits outils comme ça qui sont utilisés. Ensuite, la fabrication en grande série. Donc là, c'est la production de produits qui sont identiques, mais que l'entreprise, elle produit en grande quantité, comme par exemple les journaux. Et ensuite, une entreprise peut avoir une production en continu. Ça veut dire que la production, elle se fait 24 heures sur 24, il n'y a jamais d'arrêt, ou en discontinu. Et là, c'est quand l'entreprise, elle produit sa production, mais qu'il y a des périodes d'arrêt. On passe au grand 3. Quels sont les différents modes de pilotage de la production? Alors, il existe deux modes de pilotage différents. Le premier, c'est le flux poussé. Ça consiste pour une entreprise à faire toute sa production avant même que le client ait commandé. En fait, l'entreprise se base sur des prévisions. Elle va estimer combien elle va plus ou moins vendre de produits l'année prochaine. Et en fonction de cette prévision, elle va déjà produire cette quantité-là de produits. Ça permet plusieurs avantages, mais le premier, c'est surtout que le client ne va pas attendre son produit lorsqu'il va le commander, puisque le produit sera déjà présent, sera déjà construit. Donc, il n'y aura pas d'attente. Mais l'inconvénient, c'est que ça a un coût de stockage, parce que tous ces produits-là, il faut les stocker en attendant la commande des clients. Il y a un risque d'invendu si jamais il n'y a pas finalement assez de commandes par rapport à ce qui était prévu, ou au contraire un risque de rupture de stock si jamais il y a beaucoup trop de commandes par rapport à ce qui était prévu. Le deuxième mode de pilotage, c'est le flux tendu. Et là, c'est l'inverse. Donc, l'entreprise attend la commande du client pour ensuite lancer la production et ensuite lui donner le produit.
Du coup, l'inconvénient, vous l'avez compris, c'est que le client est obligé d'attendre. Donc, quand il commande, il faut attendre que l'entreprise produise le produit, puis il faut le livrer. Donc, il y a un délai d'attente qui est assez important. Mais l'avantage pour l'entreprise, c'est qu'elle a beaucoup moins de coûts de stockage. Elle n'a pas de risque d'invendu et pas de risque de rupture de stock. Ensuite, on passe au grand 4. Quels sont les enjeux de la qualité? D'abord, la qualité, c'est la capacité d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des clients. L'enjeu pour une entreprise d'avoir des produits de qualité, c'est que ça va lui permettre d'avoir un avantage concurrentiel. Ça va lui permettre de se différencier de la concurrence. Donc, la plupart des grosses entreprises mettent en place des contrôles qualité. Ils vont venir contrôler systématiquement la qualité de leurs produits avec différentes actions pour être sûr que les clients ne seront pas insatisfaits de la qualité du produit. Et ils vont mettre en place un processus d'amélioration continue. C'est toutes les actions qui sont mises en place par l'entreprise pour améliorer la satisfaction des clients. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement par rapport au produit. On commence avec le grand 1. Comment est déterminé le coût d'un produit? Le coût d'un produit dépend de deux éléments. D'abord de la gamme de fabrication du produit. C'est toutes les étapes par lesquelles va passer l'entreprise pour fabriquer le produit. Et le coût du produit dépend aussi de la nomenclature, qui correspond à la composition d'un produit, les ingrédients, les composants, etc. Ensuite, le coût d'un produit est composé de différentes charges. D'abord, il y a les charges directes. Là, c'est les charges qu'on peut associer à un seul produit, comme la matière première, par exemple. Puis, il y a les charges indirectes qu'on ne peut pas associer à un seul produit, qui sont obligés d'être associés à tous les produits, comme l'électricité, etc. On passe au grand 2, comment déterminer le coût complet d'un produit. Alors le coût complet ou le coût de revient, c'est la même chose. Il correspond à la somme de toutes les charges qu'a dû payer l'entreprise pour avoir ce produit-là. Et du coup, le coût de revient unitaire, c'est la somme des charges qu'a dû payer l'entreprise pour fabriquer un seul produit. Maintenant, le grand 3, comment déterminer le coût spécifique d'un produit. La formule pour calculer un coût spécifique, c'est charge variable plus charge fixe directe ou charge fixe spécifique. Ça dépend de l'appellation qui est utilisée dans les annexes. Du coup, pour faire ce calcul, il faut que vous compreniez la différence entre une charge variable et une charge fixe. Une charge variable, c'est une charge qui grandit ou qui évolue en fonction de la quantité produite par l'entreprise. Plus elle produit de produits en quantité, plus ces charges-là vont augmenter. Du coup, ça va être le coût des matières premières, par exemple. Et les charges fixes, c'est des charges qui sont stables, peu importe le niveau de production de l'entreprise. Qu'elle produise 100 000 produits ou 10 produits, ces charges fixes restent les mêmes. Par exemple, le loyer que l'entreprise paye pour le local. On passe au grand 4. Quel est l'impact sur les coûts d'une décision de recyclage des déchets? Toutes les entreprises font de plus en plus attention à leur impact sur l'environnement, donc mettre en place des éléments pour recycler leurs produits. Et forcément, ces éléments-là qui sont mis en place, elles rajoutent un coût pour le produit. Souvent, les matières premières sont plus chères. Le financement du recyclage coûte aussi de l'argent à l'entreprise. Le temps de fabrication il est très souvent plus long, du coup, donc ça coûte encore plus cher à l'entreprise également. Elle perd en productivité. On commence avec le grand 1. Quel est le rôle des technologies numériques dans la planification de la production? La première notion à connaître dans ce grand 1, c'est la transformation digitale du système productif. Ça consiste tout simplement pour une entreprise à intégrer des technologies numériques dans son système de production. Concrètement, ça va permettre de faire réaliser certaines tâches par des robots plutôt que par des salariés. Donc la présence de salariés devient partielle ou quasiment nulle. Et dans le cadre de cette transformation digitale, le logiciel de gestion intégré, PGI, joue un rôle important. Un PGI, c'est un logiciel professionnel qui permet d'intégrer dans un seul et même logiciel toutes les données de l'entreprise, de ses différents services. Comptabilité, RH, achat, logistique, etc. Tout est enregistré dans un seul et même logiciel. Ça permet concrètement de gagner en flexibilité, en rapidité et de planifier la production beaucoup plus facilement. L'autre chose qu'utilisent les entreprises, c'est le cloud computing. Là, c'est un cloud comme ce que vous connaissez de manière générale. Ça permet de stocker des informations sur Internet et d'y avoir accès du coup avec n'importe quel support qui a une connexion avec Internet. Donc concrètement, les avantages de la transformation numérique du système productif sont nombreux. D'abord, ça facilite les échanges d'informations entre les différents acteurs dans l'entreprise. Ça permet de gagner en productivité puisque certaines tâches sont réalisées par des robots qui vont du coup plus vite. Le risque d'erreur, il est moins élevé. Les robots font beaucoup moins d'erreurs évidemment que les salariés classiques. Ensuite, on passe au grand 2. Quel est le rôle des technologies numériques sur l'optimisation et la personnalisation de la production? Pour personnaliser une production, il y a deux outils numériques qui sont utilisés. D'abord, c'est les objets connectés. C'est tout simplement un objet qui, en se connectant à un réseau, est capable de stocker des données, de recevoir des données, comme une montre connectée par exemple. Et le deuxième élément qu'utilise une entreprise, c'est l'intelligence artificielle, ce qui se développe, vous le savez, de plus en plus. Pour définir l'intelligence artificielle, on peut simplement dire que c'est une simulation de l'intelligence humaine qui fonctionne grâce à des algorithmes.
Et concrètement, les objets connectés vont permettre à une entreprise de collecter des données sur les machines de production très rapidement, qui vont ensuite être traitées par l'intelligence artificielle, ce qui concrètement va permettre d'anticiper certaines pannes de machines et du coup d'optimiser la production. Les objets connectés permettent aussi de personnaliser la production puisque les objets connectés qui sont vendus à des clients collectent des informations sur eux. Donc l'entreprise collecte des informations sur les clients par ce biais-là et ça permet ensuite de mieux connaître les clients, donc de leur proposer une offre beaucoup plus personnalisée. On commence avec le grand 1, comment caractériser la division du travail. Il existe deux manières de diviser le travail au sein d'une entreprise. La première, c'est la division verticale du travail. Concrètement, ça consiste à répartir les tâches entre les différents salariés de différentes lignes hiérarchiques, entre les cadres et les ouvriers par exemple. Et la deuxième, c'est la division horizontale du travail, et là c'est l'inverse. La répartition du travail est faite entre salariés d'un même niveau hiérarchique. Il n'y en a pas un qui est supérieur de l'autre. On passe au grand 2, comment distinguer les différents types d'organisation de travail. Il existe deux types d'organisation du travail. D'abord, il y a l'organisation rigide. Ce type-là d'organisation de travail ressemble au taylorisme et il repose sur différents principes. Les postes de travail sont spécialisés, ça veut dire que les salariés font des tâches répétées. Il y a une forte hiérarchie. Concrètement, ça veut dire que les postes d'encadrement sont bien séparés des postes des ouvriers. Et le salaire, il se fait au rendement. En gros, ça veut dire que le salarié, il est payé à la tâche. Et la deuxième organisation du travail, c'est l'organisation souple du travail. Ici, ça s'apparente à du toyotisme. Et pareil, ça repose sur différentes caractéristiques. D'abord, les salariés sont polyvalents. Ils font différentes tâches et la production se fait en flux tendu. Donc ça veut dire que l'entreprise ne produit pas avant la commande des clients. Elle attend d'avoir une commande d'un client pour ensuite lancer la production de la commande et donner le produit au client. Ça permet concrètement de réduire le gaspillage, donc ça fait un petit peu référence au lean management. On passe maintenant au grand 3, quels sont les mécanismes de coordination du travail. Alors il existe différents mécanismes de coordination du travail. Le premier, c'est l'ajustement mutuel. Là, c'est quand la répartition des différentes tâches se font simplement à l'oral. Les salariés vont se répartir les tâches comme ça en se disant à l'oral qui va faire quoi. La deuxième, c'est la supervision directe. Et là, c'est quand il y a un supérieur hiérarchique, un chef, qui donne des ordres aux subordonnés, donc aux salariés, et qui leur dit quoi faire. Ensuite, la standardisation des procédés de travail. Là, c'est quand les procédures de travail sont définies et ils peuvent même être automatisées. Ça peut par exemple être le cas des ouvriers qui travaillent à la chaîne, qui font un travail répété qui peut éventuellement être automatisé par un robot. Ensuite, la standardisation des résultats. Ici, c'est quand on donne un objectif de performance à atteindre pour les salariés. Un objectif de chiffre d'affaires, un objectif du nombre de ventes par exemple. Très souvent, ça va être les vendeurs dans les magasins qui ont un objectif à atteindre en général à la fin du mois, vendre un certain nombre de produits par exemple. Et pour le dernier, la standardisation des qualifications. Ici, c'est quand les différentes tâches de travail sont réparties en fonction des qualifications de chaque salarié. Chaque salarié a fait ses études, ses formations et est diplômé d'une certaine manière et du coup on répartit les tâches en fonction des qualifications de chacun. Maintenant, pour finir le grand 4, comment caractériser le degré de centralisation du pouvoir. Donc, dans une entreprise, le pouvoir il est soit centralisé. Ici, c'est quand le dirigeant il prend seul les décisions. Donc le pouvoir il est centralisé ou concentré sur le sommet hiérarchique. Ou sinon l'inverse, le pouvoir il peut être décentralisé. Et ici, c'est quand le dirigeant délègue une partie de son pouvoir à d'autres salariés. On commence avec le grand 1. Quels sont les intérêts et les attentes des acteurs dans une organisation? Dans une entreprise, il y a différents acteurs avec à chaque fois des intérêts différents. Il y a d'abord les dirigeants. L'intérêt du dirigeant, c'est de faire augmenter les bénéfices de l'entreprise et de faire pérenniser l'entreprise, donc faire en sorte qu'elle puisse vivre et durer dans le temps. Ensuite, il y a les actionnaires. Eux, leur intérêt, c'est de toucher le plus de dividendes possible. Il y a aussi les syndicats. Leur objectif, leur intérêt, c'est de défendre le droit des salariés. Et enfin, par exemple, il y a les salariés qui, eux, ont pour intérêt d'avoir la meilleure rémunération possible avec les meilleures conditions de travail possibles. Donc les intérêts de ces différents acteurs peuvent être divergents ou convergents. Les intérêts divergents, c'est quand les acteurs ont des intérêts différents qui peuvent du coup être conflictuels. Donc concrètement, ça peut créer des conflits au sein de l'entreprise. Sinon, les intérêts peuvent être convergents. Et là, c'est l'inverse, c'est quand ils ont des intérêts qui sont en commun. On passe au grand 2, quel est le rôle d'une culture d'entreprise? La culture d'entreprise, c'est un ensemble de valeurs, de mythes, de symboles qui permettent de susciter l'adhésion des acteurs dans une entreprise et qui permet de les mobiliser autour d'objectifs communs. On passe au grand 3, quels sont les différents styles de direction. Un style de direction, c'est la façon dont va exercer son pouvoir un dirigeant dans son entreprise. Il existe 4 styles de direction différents.
Le premier style de direction, c'est le style autoritaire. Là, c'est quand le dirigeant fait limite peur à ses salariés. Il leur donne aucune autonomie, il leur donne aucune responsabilité. C'est lui qui prend toutes les décisions, il donne des ordres, il sanctionne si les salariés ne respectent pas ses ordres. Son pouvoir, il est un peu fondé sur la peur et les menaces. Ensuite, il y a le style de direction paternaliste. Là, dans paternaliste, il y a paternel, genre le père. C'est un style de direction où le dirigeant, il est à la fois strict, mais à la fois proche de ses salariés. Il utilise aussi quelques sanctions, mais aussi des récompenses si les salariés font bien leur travail. Ensuite, il y a le style de direction consultatif. Là, comme son nom l'indique, c'est lorsque le dirigeant consulte ses salariés avant de prendre des décisions. Mais pour autant, c'est toujours lui qui reste maître de ses actes et c'est toujours à lui que revient la décision finale de prendre la décision. Les salariés ont quand même, dans ce style-là, plus de liberté et plus d'autonomie. Et enfin, il y a le style participatif. Ici, c'est quand les salariés peuvent prendre des décisions eux-mêmes tout seuls sans avoir à en référer au dirigeant. Le dirigeant donne donc beaucoup d'autonomie à ses salariés, beaucoup de responsabilités. Il les encourage même à participer aux prises de décision. Maintenant, le grand 4. Quelle est l'importance d'un dynamique de groupe? La dynamique de groupe, c'est un système de dépendance entre les membres d'un groupe qui sont reliés par une cohésion et un sentiment d'appartenance. Ils ont envie de travailler ensemble, ils sont solidaires les uns des autres. Ça permet en général justement de travailler avec une meilleure efficacité. Et dans un groupe, il y a en général toujours quelqu'un qui va prendre le leadership. C'est tout simplement le rôle d'un dirigeant qui va fédérer, qui va pousser le groupe à atteindre les objectifs. On commence avec le grand 1. Comment pousser les agents à coopérer dans une organisation? Alors d'abord, la coopération, ça correspond à un mode de relation où les salariés travaillent en commun volontairement et permettent de mettre ensemble, de mutualiser leurs compétences. Ensuite, il existe différents modes d'action pour pousser les agents à coopérer les uns avec les autres. Le groupe projet, c'est un travail de groupe qui permet de réunir plusieurs salariés de compétences différentes pour travailler ensemble dans un objectif commun. Tout simplement des réunions qui permettent aux agents d'échanger les uns avec les autres. Ensuite, il existe beaucoup d'outils collaboratifs, les plateformes collaboratives, les messageries instantanées, des choses comme ça. Les entreprises ont de plus en plus leurs propres réseaux sociaux dans l'entreprise, où les salariés peuvent se créer un compte et échanger les uns avec les autres. On passe maintenant au grand 2, comment motiver ses salariés. La motivation, ça correspond à toutes les actions que va mettre en place une entreprise qui va pousser ses salariés à s'investir dans l'entreprise. Et il existe des motivations internes ou externes. Alors d'abord, les motivations internes. C'est lorsque le salarié travaille pour son propre plaisir. Il n'attend pas spécialement de récompense. C'est simplement le plaisir du travail bien fait, la conscience professionnelle par exemple. Et ensuite, les motivations externes, c'est quand le salarié est motivé par quelque chose d'extérieur qui le pousse à s'investir dans l'entreprise. En général, c'est des récompenses, des primes, un salaire élevé, etc. On passe au grand 3. Comment améliorer la qualité de vie au travail? La qualité de vie au travail, c'est simplement un sentiment de bien-être que peuvent ressentir des salariés dans l'entreprise. Il y a plusieurs facteurs qui jouent sur cette qualité de vie au travail, notamment les conditions de travail, si elles sont bonnes ou non, l'ambiance de travail tout simplement, s'il y a une bonne entente entre les différents salariés, l'autonomie qui est laissée aux salariés. Si les salariés sont dirigés, qu'ils n'ont aucune autonomie, ça peut aussi jouer sur la qualité de vie au travail. Et pareil pour la responsabilité qui est accordée aux salariés. On commence avec le grand 1. Quel est l'impact du numérique sur le processus d'achat? Un processus d'achat, c'est toutes les étapes qui conduisent un client à acheter un produit ou non. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce processus d'achat, ces différentes étapes, il est de plus en plus digitalisé. Donc on utilise de plus en plus le numérique. L'étape 1, c'est le fait de consulter les produits sur Internet. Ça permet de se renseigner, de comparer les produits les uns avec les autres directement en ligne. L'étape 2, l'achat du produit. Là, directement, il peut se faire sur Internet aussi, donc à l'aide du numérique. La troisième étape du processus d'achat, c'est la souscription au programme de fidélité ou non, qui peut également se faire sur Internet. Et la quatrième étape, les actions post-achat, donc les actions après l'achat. Là, pareil, les clients font très souvent des remarques ou des avis sur Internet directement, une fois que le produit a été acheté et testé. Maintenant, le grand 2. Quel est l'impact du numérique sur la connaissance du comportement du consommateur? Le comportement du consommateur, il se mobilise, il s'articule autour de différents éléments. Les besoins du consommateur, ses motivations, ses freins et ses attitudes. Et justement, le numérique, ça permet aux entreprises de mieux connaître ces différents aspects-là. Un besoin, c'est un état de désir ressenti par un individu. Et Maslow, c'est un auteur, il identifie ces différents types de besoins en fonction d'une pyramide. Les motivations d'un consommateur, c'est ce qui va le pousser à acheter un produit ou non. Et il existe 3 types de motivations différentes. Ça peut être une motivation oblative. Là, c'est quand le consommateur achète quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour l'offrir à quelqu'un d'autre.
La motivation, elle peut être hédoniste. Ici, c'est quand le consommateur achète un produit pour se faire plaisir à lui-même, donc il achète le produit pour le garder lui. Ou la motivation, elle peut être d'auto-expression. Ici, c'est pour affirmer qui on est, montrer un petit peu qui on est à travers ce produit-là. Par exemple, si on achète le dernier iPhone, ça va montrer qu'on est quelqu'un qui a des moyens, etc. Ensuite, les freins d'un consommateur, c'est l'inverse, ce qui le pousse à ne pas acheter un produit ou ce qui va l'influencer à ne pas acheter un produit. Ici, il y a à nouveau 3 types de freins. Le premier, c'est la peur. La peur, ça correspond aux risques qui sont liés à l'achat du produit. Ensuite, il y a l'inhibition. Ici, c'est la difficulté que peut ressentir un consommateur à utiliser le produit une fois qu'il l'a acheté. Il ne saura peut-être pas comment s'en servir. Et ensuite, il y a les doutes d'utilité. Là, avant d'acheter le produit, le client va se demander s'il en a vraiment besoin. Et ça peut forcément le pousser à ne pas acheter le produit s'il estime qu'il n'en a pas forcément besoin. Enfin, on avait dit qu'il y avait les attitudes du consommateur. Là, c'est tous les éléments d'évaluation personnelle que ressent un individu pour un produit. Et à nouveau, l'attitude se compose de 3 éléments. Il y a les éléments cognitifs, donc ce que connaît le consommateur de la marque ou du produit. Les éléments affectifs, c'est les sentiments que ressent un consommateur envers à nouveau la marque ou le produit. Et les éléments conatifs, qui sont les intentions d'agir du consommateur envers la marque. Tester le produit, acheter le produit, etc. On passe au grand 3. Quel est l'impact du numérique sur la gestion de la relation client? Alors la gestion de la relation client, GRC, c'est toutes les actions que peut mettre en place une entreprise qui va permettre d'améliorer sa relation avec les clients et donc de le fidéliser. En général, ça passe par une collecte et une analyse des données des clients pour ensuite leur faire des offres promotionnelles personnalisées. À l'heure d'aujourd'hui, avec le numérique, cette gestion-là, elle est de plus en plus digitalisée. Elle passe du coup de plus en plus par les sites internet et les réseaux sociaux. Et il en est de même au niveau de l'administration publique. L'État, concrètement, utilise de plus en plus le numérique dans son administration. Tous les documents administratifs sont en général maintenant disponibles directement en ligne. Et ça permet concrètement de simplifier toutes les procédures. L'exemple le plus précis, c'est les impôts en ligne, qui ont été développés il y a quelques temps. On commence directement avec le grand 1. Quel est le rôle d'une communication? Alors d'abord, la définition d'une communication, c'est tout simplement la transmission d'un message d'un émetteur vers un récepteur, et ça grâce à un canal. Ça peut être une réunion, un mail, un coup de téléphone. Une communication, ça a différents rôles. Ça peut par exemple être d'informer les partenaires, tout simplement de se faire connaître, de promouvoir un produit, ou encore d'impliquer les collaborateurs, donc de motiver les salariés, si vous voulez. Et c'est pour ces raisons-là qu'une entreprise va en général mettre en place une stratégie de communication. Ça correspond à toutes les actions que met en place une entreprise qui a pour but d'impliquer les collaborateurs, donc de motiver et d'impliquer les salariés, et de renforcer l'image de l'entreprise. En général, un problème de communication peut entraîner un mauvais climat dans l'entreprise, donc une mauvaise ambiance. D'où l'intérêt pour une entreprise de développer au maximum sa communication. On passe au grand 2. Quelles sont les modalités de la communication interne? La communication interne, ça correspond à toutes les actions que met en place une entreprise à destination de ses parties prenantes internes. Donc les salariés, la direction, etc. L'objectif de cette communication interne, il y en a plusieurs. Ça va être de transmettre les consignes de travail aux salariés, d'organiser et de contrôler les activités d'une manière générale, et surtout de favoriser la motivation et l'implication des salariés. La communication interne peut avoir différents sens. Elle peut être ascendante. Ici, c'est quand ça va du subordonné au supérieur. Donc, si vous voulez, des salariés à la direction. Donc, quand ça monte dans la ligne hiérarchique. À l'inverse, elle peut être descendante, vous l'avez compris, quand ça va du supérieur vers le subordonné, donc quand ça descend dans la ligne hiérarchique. Ou elle peut être à l'horizontale. Et ici, c'est quand c'est une communication entre personnes dans une même ligne hiérarchique. On passe au grand 3. Quelles sont les modalités de la communication externe? Et la communication externe, vous l'avez aussi compris, je pense, c'est l'inverse que la communication interne. Donc ça correspond à toutes les actions de communication qui sont mises en place par une entreprise vers ses parties prenantes externes. Donc ça peut être vers ses clients, vers ses fournisseurs, des choses comme ça. Une communication externe peut avoir 3 objectifs. Ça peut être une communication commerciale, où l'objectif est de faire connaître et de vendre un produit. En général, c'est les publicités. Ça peut être une communication institutionnelle. Ici, l'objectif est de promouvoir l'organisation, de développer sa notoriété et avoir une image positive. Ou ça peut être une communication intégrée. Ici, c'est quand l'entreprise utilise différents canaux. La presse, la radio, la télé, les réseaux sociaux, etc. Une communication externe peut créer différents éléments. Une marque employeur, là c'est l'image de l'entreprise auprès des salariés, ce que les salariés estiment de l'entreprise, si c'est une bonne entreprise où il y a une bonne ambiance de travail, etc. Ça permet aussi de créer une e-réputation, qui correspond du coup à la réputation de l'entreprise, mais sur Internet. Et on va finir avec le grand 4. Quel est le rôle de la communication financière? Alors du coup, d'abord la communication financière, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à toutes les actions de communication qui sont mises en place par une entreprise, qui ont pour rôle d'informer
ces parties prenantes sur la situation financière de l'entreprise, justement. Puisque très souvent, les actionnaires et les salariés de l'entreprise ont envie de savoir comment va l'entreprise financièrement parlant. Les outils que peut utiliser une entreprise pour mettre en place sa communication financière sont nombreuses. Ça peut être un communiqué de presse ou tout simplement les comptes annuels de gestion, le bilan, le compte de résultats, etc. On passe au grand 1 directement. Quelles sont les questions éthiques des organisations? D'abord, la définition de l'éthique. L'éthique, c'est une notion qui fait référence à la morale d'une personne. C'est toutes les conceptions morales que dictent les actes à chacun. Une entreprise qui présente une bonne éthique, ça va favoriser l'adhésion des parties prenantes. Il y avait par exemple Nike qui n'avait pas fait très bonne éthique à l'époque, puisque l'entreprise faisait travailler des enfants dans les pays sous-développés pour permettre de développer un petit peu plus sa marge. Et c'est pas forcément quelque chose de très éthique, de très moral. Ensuite, il y a une autre notion qui s'approche de l'éthique, c'est la déontologie. La déontologie, ça regroupe toutes les bonnes et mauvaises pratiques dans un métier. On passe au grand 2. Quels sont les moyens mis en œuvre pour plus d'éthique et de transparence? Justement, pour améliorer leur éthique et leur transparence, les entreprises peuvent mettre en place différents éléments. La première chose qu'ils peuvent mettre en place, c'est une lutte contre la discrimination. Donc, par exemple, mettre en place des éléments qui vont permettre de lutter en faveur de l'égalité homme-femme, contre les discriminations raciales, etc. Une entreprise peut aussi faire des publications, publier son rapport d'activité, son rapport fiscal, des choses comme ça pour permettre d'avoir plus de transparence et de montrer ses chiffres aux parties prenantes. Elle peut respecter la vie privée de ses salariés, de ses clients, etc. On passe au grand 3. Quels sont les engouements et pratiques civiques des organisations? Il existe différentes pratiques civiques. D'abord, il y a le mécénat. Le mécénat, c'est quand une entreprise va soutenir une action d'intérêt général sans contrepartie directe. Donc, elle va pas être payée pour ça, etc. Ici, par exemple, c'est quand une entreprise va donner de l'argent pour soutenir une activité. Ça peut être un marathon ou un truc comme ça. Elle n'attend pas forcément de contrepartie directe. Un exemple de mécénat, ça peut être tout simplement un don qui est fait par une entreprise auprès d'une association. Ça peut être un don de matériel, par exemple. Sinon, l'autre pratique civique, ça peut être de développer la démocratie participative. Concrètement, c'est quand le dirigeant, il partage son pouvoir dans l'entreprise. Donc, il donne plus de responsabilités à ses salariés. Ça permet de renforcer leur implication et leur motivation. On commence directement avec le grand 1. Comment l'évolution des modes de vie impacte le management des organisations. Alors concrètement, les salariés, les jeunes salariés ont des nouvelles attentes par rapport à ce qui se faisait avant à l'époque. Ils souhaitent pouvoir s'exprimer dans une entreprise, donner leur avis sans avoir le poids de la hiérarchie et la pression de la hiérarchie. Ils veulent en général travailler dans un espace de travail agréable et stable, avec un bon climat social dans l'entreprise. Et surtout, et avant tout, ils veulent pouvoir concilier la vie professionnelle avec leur vie privée. Et du coup, le management a répondu à ces attentes-là en mettant en place différentes choses. La première chose, c'est le télétravail qui existe encore, même s'il n'y a plus le Covid, dans beaucoup d'entreprises. Donc ça permet au salarié de faire son travail, mais depuis chez lui. Ça permet justement d'améliorer la conciliation entre sa vie privée et la vie professionnelle. Et la deuxième chose, c'est le droit à la déconnexion. Et concrètement, ça donne le droit à un salarié de ne plus être joignable ou accessible en dehors des horaires de travail. On va maintenant voir le grand 2. Comment l'évolution des modes de consommation impacte le management des organisations. Concrètement, il existe de plus en plus des consommateurs qui sont responsables, qui développent de nouveaux modes de consommation. Il y a d'abord ce qu'on appelle le mouvement locavore. Ici, c'est quand les consommateurs cherchent à privilégier les produits qui sont locaux. Donc concrètement, ils vont plutôt acheter des produits qui viennent du coin, qui viennent de la région, de leurs entourages, plutôt que des produits qui viennent de loin. Et le deuxième mouvement, c'est le glanage, qui consiste concrètement à récupérer des biens qui sont abandonnés par leurs propriétaires. Ça peut être, par exemple, récupérer des légumes qui sont dans un champ après que l'agriculteur soit passé pour les récupérer avec ses machines. Il y a toujours des restes, donc ça peut être ça. Le management a aussi mis en place différents éléments pour répondre un petit peu à ces nouvelles attentes. Il existe de plus en plus des plateformes d'intermédiation. C'est concrètement des sites qui permettent de faire la rencontre entre l'offre et la demande. Ensuite, l'économie collaborative se développe de plus en plus. C'est une plateforme à nouveau qui va permettre le partage entre particuliers. Par exemple, Blablacar. Et le dernier truc qui se développe de plus en plus, c'est l'économie de la fonctionnalité. Là, c'est quand le consommateur va louer le bien plutôt que de l'acheter. Et ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui, surtout dans les villes, louent les trottinettes ou les vélos plutôt que de les acheter directement. On commence directement avec le grand 1. Qu'apportent les technologies numériques aux relations entre les organisations et les citoyens? Il y a ici deux notions à connaître. D'abord, c'est les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, c'est toutes les informations qui permettent d'identifier une personne. Ça va être le nom d'une personne, son prénom, son âge, son sexe, son adresse, son numéro de téléphone, des choses comme ça. En général, pour une entreprise, le fait de connaître les données à caractère personnel de ses clients, ça lui permet de mieux les connaître, justement.
et du coup de leur proposer des publicités ciblées. Alors dans le cadre de ces données à caractère personnel, il existe une réglementation. C'est un règlement européen qui s'appelle le RGPD. Donc le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Et concrètement, toutes les entreprises qui collectent des données personnelles sur leurs clients est obligée de respecter ce règlement. C'est pour ça, en général, quand vous allez faire une commande en ligne, quand vous allez acheter un produit en ligne sur un site internet, vous devez créer votre compte. Et en général, il y a toujours une case à cocher. Il y a écrit « J'autorise l'entreprise à traiter, stocker mes données à caractère personnel ». Ça, l'entreprise le font exprès parce qu'ils sont obligés de le faire pour respecter justement ce RGPD. Et il y a d'autres obligations comme ça, comme par exemple l'entreprise qui est obligée de sécuriser les données des clients quand elle les collecte. Et elle est obligée d'informer le client sur l'utilisation de ces données. Si une entreprise ne respecte pas ce RGPD, c'est la CNIL, l'autorité qui va sanctionner les entreprises qui ne le font pas. On passe au grand 2, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, ça peut être défini comme un ensemble d'opérations qui est suivi pour résoudre un problème. De plus en plus d'entreprises utilisent des algorithmes au quotidien, comme par exemple Google. Google utilise un algorithme en fonction du nombre de clics, par exemple. Plus il y a de personnes qui cliquent sur un lien, plus ce lien va être bon dans le référencement. Donc plus ce lien il va être haut lorsqu'on fait une recherche sur Google. Et tous les réseaux sociaux utilisent comme ça des algorithmes pour fonctionner. Les organisations publiques utilisent aussi de plus en plus des algorithmes, comme par exemple juste avec l'éducation au niveau de Parcoursup. La seule différence, c'est que les organisations publiques, elles ont l'obligation de transparence sur leurs algorithmes. Donc elles sont obligées d'expliquer aux citoyens comment fonctionnent leurs algorithmes. On passe au grand 3, quels sont les enjeux de la chaîne de blocs, la blockchain en anglais. Donc concrètement, et pour essayer de faire simple, la blockchain, c'est une technologie de stockage. Ça permet de stocker, de transmettre des informations sans aucun intermédiaire. Et c'est un système qui est beaucoup plus sécurisé que ce qu'on avait auparavant. On va attaquer directement avec le grand 1. Quelle est l'influence du territoire sur la stratégie d'implantation d'une organisation? Du coup, on va d'abord voir ce que c'est justement cette stratégie d'implantation. La stratégie d'implantation, c'est les raisons qui poussent à une entreprise à s'implanter dans un endroit en fonction justement des avantages que peut lui apporter ce territoire. En effet, un territoire peut apporter différentes ressources à une entreprise. Déjà, une entreprise, elle va chercher à ce que sur ce territoire, il y ait des infrastructures de transport, des routes, une autoroute, des trains, des métros, peu importe. Ça va permettre aux salariés de pouvoir venir plus facilement pour travailler dans l'entreprise. Une entreprise va aussi faire en sorte qu'elle puisse retrouver facilement sur ce territoire-là des ressources humaines. Ensuite, d'autres choses que peuvent rechercher les entreprises, c'est une offre immobilière par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de logements autour, essayer de chercher des services publics, des crèches, des choses comme ça, et éventuellement des aides des collectivités locales, puisque certaines régions apportent des aides aux entreprises qui viennent s'implanter dans la région. Maintenant, on va voir dans le grand 2 l'inverse. Quelle est l'influence des organisations sur leurs écosystèmes? Tout d'abord, il y a la notion d'écosystème d'affaires. Ici, concrètement, c'est différentes organisations qui ont des domaines d'expertise qui sont différents aussi, qui vont travailler ensemble autour d'un projet commun. Et du coup, une entreprise va avoir de l'influence sur le territoire où elle se situe. D'abord sur le plan économique. Forcément, la présence d'une entreprise va venir souvent influencer le pouvoir d'achat des habitants qui sont autour, puisque très souvent, les habitants qui sont autour vont travailler dans l'entreprise. Du coup, j'y reviens sur le plan social, ça permet de créer des emplois. Et sur le plan de la formation, pareil, l'entreprise peut développer des formations et ça peut du coup permettre d'apporter plus de compétences aux habitants. Donc on peut dire qu'une entreprise qui s'implante sur un territoire peut créer un écosystème d'affaires et ensuite avoir différents impacts, comme on vient de le dire, au niveau économique, social ou au niveau de la formation. On va maintenant finir avec le grand 3. Quels sont les réseaux d'acteurs créés par les organisations? Il existe 2 choses que peuvent créer des organisations ensemble. La première chose, c'est une grappe d'entreprises, ou aussi appelée cluster. Ici, c'est un réseau d'organisations, ça peut être des entreprises ou des universités, qui sont sur le même territoire et qui partagent le même domaine d'expertise, qui vont travailler mutuellement sous forme de partenariat pour essayer d'avoir plus de performance. Et le deuxième réseau que peut créer une entreprise autour d'elle, ça s'appelle un écosystème d'innovation. Ici, encore une fois, c'est plusieurs organisations, plusieurs acteurs qui travaillent ensemble dans l'objectif de créer des innovations. Alors c'est la fin de cette vidéo compilation. Si jamais vous avez des questions, parce qu'il y a une notion que vous n'avez peut-être pas compris, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds. Ciao.